Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le groupe web. Nous avons travaillé sur l'aspect esthétique et technique du site. Donc, tout d'abord, Reda vous présentera les modifications apportées au site, ainsi qu'une introduction au Bootstrap. Ensuite, je vous présenterai l'introduction à la responsivité. Puis, Alexis présentera le tableau de sélection d'équipe. Leroy vous fera la récupération des données du tableau, XML et Ajax. Et Alexis vous fera la conclusion. Alors, on va directement aller sur le site. Alors, hop. Tac. Tout le monde voit? Très bien. Ouais, c'est bon. Ok. Alors voilà le site actuel maintenant dans lequel il est, voilà à quoi on a abouti. Alors après, je vais vous expliquer après comment on a fait graphiquement pour avoir ce rendu-là. On s'est aidé d'un Bootstrap, donc on a importé un thème, qu'on a après modifié. Donc voilà la tête qu'il a actuellement. Là, vous avez le tableau en fait qui va permettre à... Alors, il n'est pas encore fonctionnel, mais il y a Leroy qui vous expliquera, Alexis qui vous expliquera un petit peu plus en détail le tableau. Donc en fait, il est censé du coup permettre à une entreprise, par exemple, de former une équipe. Ici, on a ajouté un petit paragraphe sur qui on est et un moyen de nous contacter. Donc soit par par mail, donc on a juste à cliquer sur le bouton mail, ou soit par Discord. Donc en cliquant dessus, on nous renvoie sur la page Discord de notre Discord à nous. Ensuite, on a ajouté aussi un petit paragraphe ici avec une vidéo à côté sur la pédagogie de la formation, donc la pédagogie active. Et en fait, on a gardé la même typographie du coup pour chaque onglet, avec un cadre orangé. Voilà, c'est assez... On a ajouté aussi une liste de roulantes sur le côté. Et voilà, en gros, c'est les changements esthétiques qu'on a sur le site. On a aussi... Alors, on peut tous penser que le tableau, c'est l'outil le plus... c'est le cœur du site. L'outil le plus important du site, mais pas du tout. L'outil le plus important, il va être ici. En fait, avec Diogo, vous pouvez vraiment avoir des pizzas. Donc, vous cliquez ici. Et là, vous commandez votre pizza. Donc, vous mettez, je sais pas, n'importe quoi, poulet... Voilà, j'ai une sauce piquante. Et on valide. Il risque de mal le prendre, Diogo. Hein. Et la pizza est commandée. C'est super. Heureusement, il n'écoute pas, mais bon. Il y a un code promo en dessous. Voilà, il y a aussi un code pro, ouais, j'ai pas montré. Non, pour la blague, en fait, on avait fait ça de base, on savait pas quoi mettre ici, on a mis ça. Et il y avait Leroy qui avait un code sous la main parce qu'il avait fait un entraînement et on l'a intégré au site. Bon, voilà, c'était pour la petite blague. Bref, passons, on retourne à l'exposé. Hop. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le Bootstrap, qu'est-ce que c'est. Alors, normalement, tout le monde l'a déjà vu, apparemment. En fait, le Bootstrap, ça va tout simplement être en fait un regroupement de fichiers CSS et JS. Donc le JS, on l'a pas mis, mais on avait juste besoin du CSS. Donc en fait, ça permet d'importer directement un style. Alors après, on l'a retravaillé nous derrière. Mais ça permet de gagner beaucoup de temps parce qu'en fait, on a déjà toutes les classes. Je crois qu'il y a à peu près 10 000 lignes dans le Bootstrap, dans le CSS. Et on avait juste en fait à reprendre les classes du Bootstrap. Et même pour la partie responsive que va vous expliquer Cécile, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Donc à la base, le thème, ça ressemblait à ça. Mais on l'a retravaillé, du coup, on avait supprimé du coup la ligne cette ligne-là. Là. Enfin, bref, on l'avait retravaillé. Quoi. Et voilà. Du coup, je laisse Cécile continuer sur la responsivité.
Donc la responsivité, c'est très simple. Ça permet à ce que votre site s'adapte à la taille de l'écran de l'utilisateur. Donc par exemple, que ce soit sur l'ordinateur, la tablette, le téléphone, et aussi quel que soit le modèle de téléphone, le site changera sa taille pour faire en sorte que son contenu justement s'adapte à l'affichage. Donc voilà. Donc pour que le site soit responsive, il faut créer une sorte de grille. Moi j'appelle ça un tableau. Il faut faire en sorte, on code ça en HTML et avec du CSS. Et en fait, le but c'est que chaque élément soit réadapté en fonction de l'écran et que ça puisse être adapté. Oh là, j'arrive pas à parler. Bref, à ce que ça puisse s'adapter tout seul et qu'on n'ait pas à coder une version téléphone, à coder une version tablette, une version ordinateur. Voilà. Juste un site qui s'adapte. Donc, comme on l'avait expliqué, nous, on n'a pas eu besoin de coder ça parce que c'était de base sur le modèle que l'on a pris. Donc, on a cherché un petit exemple de code pour rendre quelque chose responsive. Donc là, à gauche, vous avez les codes, un code HTML et CSS. Et à droite, un petit peu le tableau ou la grille, ce que ça donne. Donc en fait, on donne les dimensions, la couleur, la police de chaque petite case. Et on choisit, par exemple, je veux qu'elle prenne plus l'équivalent de telle case je veux qu'elle fasse tel pixel, etc. Et ensuite, le code fera en sorte que ça s'adapte en fonction de votre écran. En gros, voilà, j'ai essayé de faire assez concis pour. Montre-nous dans le code, là, dans le code HTML, montre-nous en quoi ça te permet de faire qu'est-ce qui te permet de faire les petits carrés, le fait que ce soit organisé sous forme d'un tableau. Par exemple, Link 1, là, donc Link 1, c'est un petit pavé. En quoi, qu'est-ce qui permet de le faire? Je crois que ça, c'est plus haut, si je me trompe pas. Non, c'est là-dessus? Oui, c'est là. Clairement, le fait que tu aies mis une classe menu et que ça soit traité dans ton Bootstrap, normalement, ça doit faire en sorte que l'affichage, là, soit automatiquement, parce que tu as mis le bon dans la classe. Comment? C'est parce que tu as mis le bon nombre de classes, là, tu as mis classe égale menu dans ton fichier qui est un peu en dessous, là. Tu descends un petit peu. C'est pas celui-là, oui, du coup, tu l'avais au-dessus, ouais, d'accord. En fait, au-dessus, c'est le CSS, en fait. Le CSS. En fait, ici, il y a la partie CSS. Voilà, là, tu as la partie CSS. Donc, le CSS, quand tu dis que c'est de menu, dans menu, c'est juste le flow. Tu changes juste la largeur. Tu mets une largeur à 20%. Voilà. Donc, comme tu mets une largeur à 20% et que tu dis que c'est un flottant qui est à gauche et que chaque élément est aligné, donc là, tu auras automatiquement le fait que ce soit à gauche, donc à 20% de la page. Donc, le fait que tu donnes une largeur à 20%, c'est ça qui fait que c'est responsive. C'est ça, c'est exactement ça. Ok. Du coup, on peut regarder la classe main, par exemple. La classe main, pourquoi c'est responsive, la classe main? La classe main. Définie où? Je ne le vois pas, là. La classe main, elle est là. Main, elle est juste en dessous, là. Voilà. Donc là, par exemple, on dit que la classe main, c'est 60% de la page, que c'est toujours, toujours à gauche, autant qu'à gauche. Et que, alors le padding, ça permet de faire quoi? Le padding, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est ça? C'est les marges? Il me semble que c'est ça, j'ai un doute. Margin et tout ça, oui. Donc, quand tu dis padding 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marge en haut, c'est ça? Ou la marge? Qu'est-ce que ça veut dire? Et une marge en bas. Donc après, j'ai oublié de le préciser, il y a aussi plusieurs façons de faire des tableaux responsives. Donc moi, j'avais regardé d'autres exemples. On avait trouvé celui-ci qui permettait en plus d'avoir à droite un petit exemple sur ce site. D'accord. On a utilisé ce site-là. Oh oui, donc ça c'est très bien, là, ce que tu montres, c'est très bien. Il y a une troisième classe que tu utilises, c'est Write. Donc là si tu remontes en haut dans le CSS,
on voit que right, c'est quoi? Donc tu dis c'est On un choisit la son en gris clair, là, j'imagine, c'est ça? Que c'est toujours un flottant, qu'il est toujours à 20% de la largeur de la page. Mm. Padding, donc là, j'imagine que c'est C'est de 15 pixels. 15 pixels, mais c'est quoi? C'est la marge en bas? C'est quoi? Parce que tu as une marge en haut qui a un margin top, là, qui a 7 pixels. Et padding, c'est quoi? Je ne sais plus. Et après, on dit qu'on a le texte qui est aligné au centre, donc ça, très bien. On voit qu'effectivement, le texte a été aligné. C'est ça. En fait, on peut vraiment bien dire je veux que ce soit comme ça, comme ci, comme ça. Je veux que ça, ce soit toujours en plus gros, donc on donne un certain pourcentage. En gros, on donne les paramètres et après, en fonction de l'écran, le truc s'adaptera en fonction, en fait. Et ensuite, tu as un at media, là, on screen là, ça sert à quoi, ça? Parce que ça, c'est aussi un truc qui va être responsive. Ça permet de dire que tu veux une largeur maximale de ton écran à 620 pixels. Ah, on dit c'est uniquement pour les téléphones portables. Mm. Comment est-ce qu'il comprend que c'est... Ah oui, parce que at media... Ah ouais, only screen. Donc only screen, ça veut dire... Screen, c'est supposé téléphone portable, c'est ça? Mhm. C'est ça, je comprends bien, ou c'est at media qui veut dire que c'est un téléphone portable? Alors, on lui définit une largeur en pixels et en fonction de ces pixels-là, il ajuste. Ouais. Ah oui, tu dis si le maximum de pixels disponible, c'est 620 pixels, c'est ça? Oui, en gros, c'est ça. Et du coup, il reprend les classes qu'on a définies. Par exemple, point menu, point main. Alors, menu, main et right, ils seront tous avec une largeur de 100%. Voilà, oui. Donc ça, c'est la petite astuce. Ça, on voit très bien quand on a un site. En fait, quand on le passe sur le téléphone, de toute façon, tous les éléments se mettent les uns au-dessus des autres, plutôt que de se mettre les uns à côté des autres. Par exemple, Reda, tu peux retourner sur le PowerPoint? Juste avant, vas-y. Là, par exemple. Là, Ouais, sur là, le on voit, portable, ouais, on d'accord. lui dit, du coup, si c'est la pixel est de tel et tel tel, là, ils ont mis 600 pixels, bah, du coup, la largeur de 100%, ouais. Donc, du coup, on voit bien le logo qui prend toute la largeur. D'accord. Ouais, il donne les exemples. En bas, là, on voit screen size pour un téléphone, typiquement, c'est inférieur à 600 pixels. Pour une tablette, c'est 900. Et pour un grand écran, c'est super. D'accord. Ok, donc là, vous n'avez pas distingué, par exemple, dans ce code-là, vous n'avez pas distingué ce que c'était qu'un grand écran un écran d'ordinateur d'un écran de tablette. C'est juste l'écran de... C'est le même fonctionnement pour une tablette que pour un ordinateur, mais pour un téléphone portable, on change le fonctionnement. D'accord. Et le fait que ce soit un flottant et qu'ils soient tous des flottants qui soient définis à left, donc ce soit tous des flottants qu'on va aller bloquer sur la gauche, ça... Ok. Donc on lui dit, j'ai un flottant à 20% à gauche. Après, il me reste de la place à gauche, j'ai encore un flottant à 60%. Et donc, il me reste encore de la place à gauche sur 20%. Et donc, c'est encore un flottant que je mets à gauche, mais sur la place restante, à 20%. Et parce que de base, si on définit pas dans le CSS que c'est un type float, du coup, de base, il est en statique. Donc, du coup, si on le définit pas, il va reprendre. Il sera buggé en fait. On sera obligé de scroll vers la droite pour récupérer une information. Ouais. C'est très agaçant. Je vois que je connais des sites qui ne sont pas responsives. Du coup, la page web, elle n'est plus comme ça maintenant. Vous êtes basé sur ce mode-là. Vous avez défini des équivalents du main, du right. C'est ça, en fait, on les a repris aussi du Bootstrap, en fait, où c'était déjà, tout était déjà responsive. Oui, tout était déjà responsive, donc ça, c'est juste un exemple pour expliquer aux autres. Nous, on n'a pas eu besoin de faire un code, du coup. Ouais. Ça a été déjà de base. Okay. C'est clair pour tout le monde, là, sur cette partie-là? Tout le monde serait capable de faire un code responsive, là, après avoir eu cet exemple-là? Faut mettre en pourcentage plutôt qu'en valeur fixe. Ouais, c'est ça. Puis je tiens à préciser aussi qu'il y a j'ai vu d'autres façons de faire aussi, donc ça dépend de ce qu'on pense le plus adapté, le plus pratique aussi. Alors les autres façons de faire, Cécile, elles permettraient de faire quoi en plus ou quoi différemment? Je sais pas, je trouvais qu'il y avait des choses je les ai pas retenues de A à Z bien sûr, mais j'en ai trouvé qui étaient pas très pratiques.
où on écrivait moins de choses du coup, mais fallait pas que le site soit plein d'informations ou ce genre de choses. Donc celui-ci, je le trouve pas mal. Ouais, celui-là, il est très très bien, ouais. Très très bien. Il est très Mais clair. voilà, il y en avait, ça faisait plutôt pour les débutants qui savent pas trop encore comment faire et qui ont juste des petits sites comme ça avec pas trop de choses. Après, j'ai pas vu beaucoup de choses non plus, mais j'en ai vu 2-3 différents. Il est très bien. Vous pourrez mettre des captures d'écran dans la présentation de façon à ce que, enfin, on ait le lien il est très bien, mais qu'on garde aussi, quelque chose de fixe, quoi, dans la présentation. Ok. Il y a des questions là-dessus? Vous avez des questions les autres? Est-ce qu'on a moyen de voir du coup sur le site du Digifab ce que ça donne en responsive ou pas? Et Tu peux normalement Reda si oui, tu il semblait qu'on pouvait. Attends, j'ai oublié comment on fait, mais il y avait moyen de lui dire tiens, essaie de te mettre en tête pixel et en gros ton écran. pour changer le type d'appareil que tu veux. Si tu fais clic droit inspecter normalement. Ah Je vais oui, chercher oui, oui. de mon côté si j'arrive à le trouver. Ouais, c'est ça, là t'es en Kindle Fire qui utilise ça pour regarder un site. Donc là, on voit bien qu'il est responsive. Ouais, c'est pas mal. Sauf À part le l'image. logo, parce que le Il y a fond, juste le logo, ouais, qui s'adapte Ouais, pas. ça c'était compliqué. Il faudrait faire un petit truc pour le logo Et puis le texte. et le texte. Ah ouais, le texte, il n'y a pas les retours à la ligne sur le texte. non, on n'a pas mis les BR, donc je pense que c'est peut-être à cause de C'est ça. juste ça, ouais. Ok, donc il y a des petites modifications du coup, mais ok. Mais j'ai déjà voilà. C'est à droite si tu veux. D'autres questions? C'est le moment d'en profiter parce qu'on verra pas ça normalement. Enfin, on verra pas ça avant un certain temps. Comme on va passer sur des projets. Enfin, la semaine prochaine, elle est un peu spéciale, donc on va essayer de revoir ça la semaine prochaine, de synthétiser toutes les connaissances. Et puis après, on va revoir ça dans un autre projet, mais ça sera peut-être pas tout de suite, quoi. Donc là, il faudra essayer d'en profiter pour poser des questions, quoi, si vous en avez. C'est assez simple, hein, mais c'est important de faire ça comme ça. Bah, si je peux résumer, c'est il faut pas oublier de définir nos classes pour chaque élément, de faire en sorte qu'il soit flottant, c'est-à-dire ajustable. Et ensuite, entre guillemets, faire un if, en fait, si on veut, dans notre HTML, qui définit en fonction de la taille d'écran le nombre de pixels pour qu'il soit justement ajustable. En les grandes lignes, ça serait comme ça. Donc là, on a défini à combien de pixels 620, un truc comme ça? Là, tout de suite, là, ce que tu vois là, c'est Non, 800. non, sur l'exemple, Ouais, on a 620. mis combien? Ah, 620 pixels, voilà. Voilà. Ok, parfait, super, super exemple, là, c'est vraiment un super boulot. Du coup, Cécile, tu as quelque chose à ajouter ou... Ça, j'en avais parlé avant le truc justement, donc j'avais juste expliqué que fallait tout mettre sous forme de grille. Et voilà, c'est ce qu'on a déjà vu en fait. Ok, bon, Alexis, du coup, c'est Alexis, continue. Vous m'entendez? Oui. Ah, c'est bon, t'entends. Donc, je vais vous présenter comment on a fait pour créer le tableau sur le site. Donc, le code pour créer un tableau, enfin, pour débuter, il faut créer une table. Donc, vous voyez dans le code, on crée une table dans un div. Donc, id égale table. On lui donne un id. C'est pour aller rechercher après nos informations. Donc là, on ouvre une table. Donc, une table, c'est un tableau. Hop. On lui met la classe dans le CSS. Désolé, j'ai pas pensé à prendre la classe. Et en gros, pour créer un tableau, on commence par lui définir la première ligne du tableau, donc vos colonnes. Donc il suffit juste de faire ça, d'ouvrir un T-head, un TR, et ensuite vous pouvez en mettre autant que vous voulez en fait.
Et ça vous donne là, donc le petit code qui est là, il vous donne ce qui est entouré en rouge en dessous. Du coup, ensuite, donc maintenant, on va remplir notre tableau. Donc, pour remplir le tableau, en fait, on va ouvrir un T-body. Et dans le T-body, on va reprendre un TR. On va rouvrir un TR à chaque fois qu'on va vouloir remplir. Donc, un TR, c'est une ligne. Et le TD va correspondre à vos colonnes. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, on a un contenant éditable égale true. Ça va nous permettre, en fait, sur le site internet, de pouvoir modifier le contenu à l'intérieur des cellules. Donc, quand vous êtes sur le site, si vous voulez, on va pouvoir changer l'importance, en fait, la note sur 10. Je sais pas pourquoi c'est resté note, alors que normalement, c'est importance. C'est pas grave. Et vous allez pouvoir modifier la note, en fait. L'utilisateur va pouvoir rentrer la note qu'il veut pour pouvoir lancer la fonction sélection d'équipe du groupe graphique. Donc, jusqu'ici, c'est simple de créer un tableau. Il y a juste ça à faire. Après, dans la colonne supprimée, vous voyez, on a rajouté un bouton. Donc, le bouton, c'est Class Remove et je vais vous expliquer après comment on fait. Je peux passer à la suite. Donc, voilà. Donc, dans notre tableau, on a rajouté, c'est la partie galère, ça. On a rajouté un sélecteur avec toutes les compétences. Donc, normalement, tout le monde connaît le Jinja pour récupérer les compétences. Oui, non? Si, Vous si. m'entendez? Vous m'entendez? Oui, oui. T'entends? Tout le monde connaît le Jinja? Oui, on connaît tous Jinja. Non, ouais. Donc c'est bon, je n'ai pas besoin de vous détailler le fort compétence, une compétence. Non, c'est bon. Ok, merci. Donc du coup, on va On entend récupérer... pas mal, hein. On t'entend, mais... Ah ouais? Ah, je suis désolé. C'est mieux là? C'est vrai, en décrypte. Oh merde, je vous entends pas quand vous parlez. Je vais faire comme si vous m'entendiez. D'accord. Du coup, on crée un sélecteur avec nos compétences disponibles dans la base de données. Et à ce sélecteur, on va lui donner une classe langage. Et là, on part dans le JavaScript. Donc, vous voyez l'image du dessous, en fait, c'est ici qu'on définit notre classe langage. Donc, le S-document ready function, let langage, ça, on va lui dire d'aller dans la page HTML, dans le document, et on va lui dire d'aller chercher la table, en fait. Tout en bas, vous voyez le S table body. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on va sélectionner dans le sélecteur, on a appelé ce qu'on appelle langage, c'est la compétence qu'il y a dans le sélecteur. On va lui dire de sélectionner ça, et avec le var result, on va créer une variable result qui reprend, comment vous dire, le mot m'échappe, la structure d'une ligne d'un tableau. Donc on ouvre le TR, TD, et on rajoute le langage qui a été choisi dans le sélecteur. C'est un peu comme du SQL avec les plus, les accolades, tout ça. Et on va lui dire en gros de rajouter ce qu'il y a dans notre tableau. Et du coup, quand on appuie dans notre sélecteur, on sélectionne une compétence, ça va nous rajouter une ligne dans le tableau avec pareil le contenu éditable que pour pouvoir changer l'importance de cette compétence. Alexis, il n'y avait pas moyen d'écrire sur plusieurs lignes de façon à pas dépasser les 80 caractères habituels, tu vois, de compléter comme on fait d'habitude en Python, de faire plus égal par exemple pour ta variable résulte là, la concaténer au fur et à mesure. Oui, je pense que c'était possible, oui. Ok. C'est moi qui ne l'ai pas fait, mais je pense que c'est possible. Bon,
Ça serait sympa que vous changiez cette petite image-là pour avoir le code un tout petit peu mieux aligné quoi, dans la présentation. D'accord. Et ensuite, ah oui, puis notre petite fonction remove. Donc je vous avais dit que le bouton, là, on y avait donné la classe tab remove. En fait, c'est la petite fonction qui est en dessous, donc qui commence à tab l'id un. Donc on lui dit au clic, en fait, d'appeler la fonction tab remove. Et la fonction tab remove, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rechercher donc la ligne, donc le TR, qui est... Putain, je sais pas parler. Elle va rechercher la ligne en fait où il y a le bouton, et pour des tâches, elle va la supprimer tout simplement. Ce qui après, si tu peux mettre le site, ouais, tout fonctionnel. Vas-y, fais voir le tableau. Ça marche plus. Oui, vas-y. On voit bien que tu as supprimé la ligne, là tu en as ajouté une. C'est peut-être moi qui ne peux pas, hein, ça. Ça y est, tu as ajouté 2 lignes. Ah, On voit bien ce qui se passe. Donc effectivement, c'était pas évident de construire ça mais c'est un beau résultat. Voilà, tu peux montrer l'importance. Pourquoi il m'appelle ça note? Je comprends pas. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui n'est pas web, qui veut se porter volontaire pour réexpliquer le code HTML? Si j'ai pas de volontaire, je désigne. C'est pas sympa, c'est moi qui ai expliqué, c'est compliqué. Non, très bien. Il est hyper important ce code-là à bien comprendre. Donc du coup, il y a quand même pas mal d'éléments dedans, mais finalement pas tant que ça. Est-ce qu'il y a volontaire? Pas de volontaire, c'est sûr, pas de volontaire. Bon, je vais prendre quelqu'un qui, je pense, a des bonnes chances d'expliquer ça parce qu'elle a des bonnes compétences en web. Est-ce que Léa, tu veux nous réexpliquer ça? On peut essayer, oui. Ouais, voilà, avec l'aide bien sûr de l'équipe web. Hein. Je compte sur vous. Du coup, c'est réexpliquer ce qu'on a sous les yeux là dans le Ouais, réexpliquer ce que tu as sous les yeux, l'importance de chacune des parties, tout ça. Ouais. C'était un autre tableau et vous avez fait un sélecteur, oui, c'est ça. Ouais. Donc on ouvre une div avec les balises div. La classe de ton sélecteur, c'est le langage, c'est par rapport à JavaScript, ça. Tu peux nous rappeler div ce que ça fait, Léa? Comment dire, pour moi ça ouvre une boîte en fait, div. Ça ouvre un élément et dedans on va pouvoir écrire ce qu'on veut écrire, quoi. Je sais pas si la définition vous convient, mais... Non, mais c'est bien, c'est une subdivision de ta page, quoi. Ouais. Ok, c'est une boîte. Et ensuite on les accolade et c'est là qu'on va retrouver le Jinja où on va faire une boucle sur les compétences. Donc là, ça suppose que derrière, il y a un render template dans lequel on est affiché la page HTML, mais en lui fournissant une variable. Et la variable, en l'occurrence, ça serait compétence avec un S. C'est ça. On s'attend à ce que dans compétences avec un S, il y ait une liste de compétences. Et du coup, grâce à ça, on peut itérer avec le for compétences et compétences. Et là, c'est bizarre, moi j'ai une question. Donc il y a des compétences qui sont entre double cote, là, enfin entre double bracket en anglais, donc c'est des accolades, voilà, entre double accolades. Il y en a qui sont en blanc, donc ça c'est du Jinja. Et puis il y en a qui sont entre chaînes de caractères, là, qui sont en vert, si je vois bien. Oui, c'est par rapport à la valeur qu'il y aura dans notre liste déroulante. En fait, la compétence en blanc, c'est ce qui va être affiché dans notre liste déroulante, en fait, visuellement.
Donc, admettons, dans notre liste déroulante, il y a toutes les compétences Python, SQL, etc., etc. Et en fait, en vert, ça correspondra à leur valeur, et c'est la valeur qu'on va récupérer avec JS pour pouvoir le mettre dans chaque cellule. Et alors souvent, quand on veut récupérer une valeur en JavaScript, si je ne me trompe pas, il y a aussi d'autres expressions avec des pourcents puis des cotes un peu différentes. C'est des choses que vous avez vues ou pas? Avec des dollars plutôt, des dollars. Donc là, en fait, c'est du Jinja qui est dans JavaScript, c'est ça? C'est l'équivalent du Jinja dans JavaScript. Ouais, ça, c'est juste du Jinja tout court. Hein. Du Jinja. Pourquoi il est entre? C'est du Jinja, hein, c'est juste la classe langage qu'on rappelle après. Enfin, qu'on rappelle ici. D'accord. La partie JavaScript, c'est classe langage. Ça rappelle la classe. Je sais pas si je me fais comprendre. Tu passes une option avec la valeur, tu vois, qui est entre double cote. Ouais, c'est en fait on donne une valeur. Enfin, je sais pas comment dire. C'est comme si là avait ce que entre cotes, c'est le nom de la valeur dans le sélecteur en fait. Ok. C'est ce que tu vas retrouver dans ton main.py du coup. Ah, c'est ce que ouais. Au niveau de la proute, normalement, c'est les valeurs que tu vas passer depuis le main jusqu'au HTML, il me semble. C'est ça. Ou l'inverse. Non, c'est du main jusqu'au HTML du coup. Oui, c'est ça. Ok. Du coup, cette ligne-là, c'est juste pour sélectionner quelles compétences on veut ajouter à votre tableau, c'est ça? Du coup, je sais pas de quelle ligne on est. La ligne option valeur, là. Enfin, value, pardon. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il y a dans le sélecteur, cette ligne-là. Et ensuite, on tourne la boucle. On ferme le sélecteur. On ferme la div, on ouvre une nouvelle div. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah, c'est parce que vous avez un autre sélecteur après, oui, pour sélectionner le nombre d'élèves. Ok. Ouais. C'est ça. Donc, même principe qu'avant, en fait. Et pourquoi on fait par contre for n une range de 1 à 11? Bah, parce que ça va nous donner de 1 à 10. On laisse 10 choix à la personne en fait. Je suis pas complet. Tu comprends pas juste la ligne où tu as le for n in range 1-11? C'est par rapport au nombre d'élèves ou c'est par rapport à une note? Nombre d'élèves. Ça va être en gros, ça va, cette petite ligne-là, elle affiche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans le sélecteur. Donc, ouais, vous avez compté que 10 élèves dans le nombre d'élèves, quoi. Il n'y a pas plus. Non, bah si je veux prendre toute la formation en stage, c'est possible, mais bon. Non, c'était juste pour savoir, parce que vu qu'on est 18, je me disais pourquoi c'est 11 le maximum. Bon, on a mis ça comme ça. Il n'y a pas vraiment de raison. Ok, ouais, tu vas jusqu'à 10. Ah mais oui, c'est parce que c'est pas le nombre d'élèves qu'on est, c'est le nombre d'élèves dans l'équipe. D'accord. C'est moi qui n'ai pas imprimé. Ok, une équipe de 10, c'est lourd. Et ensuite, on a une variable n, qui est du coup le nom qu'on va choisir. Toujours dans une boucle, on ferme la boucle et on ferme le sélecteur. Donc ouais, en gros, on a deux divs, deux sélecteurs pour faire d'un côté la sélection de compétences et de l'autre la sélection du nombre d'élèves qu'on veut dans notre équipe. Voilà. Est-ce que vous pourrez changer un petit peu la présentation pour avoir par exemple le div qui est au même niveau? Donc en HTML, il n'y a absolument pas besoin pour que le code marche. L'intentation? Les règles d'indentation, c'est les mêmes. Donc faire séparer par exemple les divs par les mettre déjà au même niveau, celui du haut et celui du bas. Et puis les deux centraux là, les deux qui sont au milieu. Ça c'est une chose que vous pouvez faire. Et puis même rajouter des indentations pour les forts. Quand dire par une indentation que le contenu du fort, il est un peu plus en retrait. Ça permet d'avoir plus de lisibilité. Ok, parfait pour cette partie, Léa. Du coup,
Léa, est-ce que tu peux essayer de décrire la partie JavaScript que tu n'as jamais fait? Je crois pas. Décrypter le JavaScript. Non, j'ai jamais touché à JS. Alors, bah, avec l'aide de l'équipe, hein, essaye de nous décrypter ou poser les questions en tout cas qui sont nécessaires. Ouais. Je vois le premier mot, déjà, je me demande ce que c'est. Donc... Le dollar document, là, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Ouais. C'est comment expliquer? C'est comme on faisait une référence à une page en fait. Donc là, on fait la page HTML, c'est ça. Donc on met dollar document pour dire qu'on va faire des choses dans la page HTML. C'est ça. En fait, la page web, si on va rechercher quelque chose dedans, on va demander à rechercher dans le document. D'accord, le document, ça fait référence à ta page HTML, peu importe son nom, quoi. Ouais, c'est ça. C'est général. Après, je suppose que tu lances une fonction. Oui, let, ça veut dire que c'est une variable qui peut être changée. Donc, qui varie en fait. Oui, simplement. Ok, est-ce que vous pouvez expliquer le ready? Qui est prête en fait, qui est dynamique, si je peux utiliser ce mot-là, qui est dynamique. Donc ça veut dire que c'est le document qui est sous les yeux, c'est ça qu'on a sous les yeux? C'est la page HTML qu'on a sous les yeux, c'est ça que ça veut dire? Ou ça veut dire autre chose? Qui est sous les yeux pour moi, c'est ce que j'ai compris. Ouais. C'est en fait c'est la page qui est sous les yeux, qui s'exécute en fait. Ok. Ok, donc dans la page qu'ils exécutent, on va créer une fonction. Et d'ailleurs, cette fonction, on ne lui donne pas de nom. Hein, c'est ça. Tu dis j'ai une fonction, mais tu aurais pu lui donner un nom. Tu vois, tu aurais pu dire fonction, ma fonction, entre parenthèses. Le truc avec le JS, c'est qu'on peut, c'est ce qu'on appelle du langage spaghetti, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On peut mettre dans des accolades, on peut définir des fonctions comme on veut. Là, on aurait pu très bien dire fonction, entre parenthèses, ensuite 2 égales, 1 supérieur, et ensuite on aurait mis tous nos trucs à l'intérieur. C'est vraiment, on peut vraiment écrire comme on veut. Donc du coup, là, c'est la même idée qu'en Python. On définit une fonction. On n'a pas mis le nom de la fonction, on a mis juste des parenthèses. Donc elle dépend d'arguments. Enfin, on dit qu'elle ne dépend pas d'arguments puisqu'on met des parenthèses vides. Et après, il y a l'accolade qui commence. Et l'accolade, c'est juste pour montrer le début de la fonction. Donc là, la même façon, vous pourrez mettre des indentations pour que le code soit mieux présenté. Donc avec le let langage, on définit une variable, c'est ça? Oui. Ok, je te laisse poser les questions, ou en tout cas décrypter les variables. Je ne vais pas le faire à ta Ok. Je sais pas, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi c'est le langage? Est-ce que c'est général encore ou est-ce que vous avez choisi le nom? Non, c'est le nom de la variable. On a des compétences, on aurait pu l'appeler champignon. Okay. Champignon, ouais. Non, mais c'est... Il sert où ce langage du coup? Dans le sélecteur. Ouais, on a un langage égal... Donc c'est la connaissance, c'est ça? C'est la première connaissance qu'on affiche là? Le langage, c'est ce qu'on sélectionne. En dessous, on a le select langage. D'accord. Donc, on va changer la fonction. Et le langage, c'est égal à TheChildren, option sélectionnée. Donc, en gros, c'est la valeur sélectionnée dans le sélecteur. C'est la connaissance, hein. Si on utilise la terminologie. Le sélecteur, oui, c'est la connaissance. Enfin, la compétence. La compétence. Donc, on aurait pu remplacer langage par connaissance, par exemple. Voilà. Ouais. Ouais, ça serait bien de le faire. Comme ça, il y aurait plus de compréhension plus facilement. Donc, on disait après qu'on change la fonction pour dire que le langage prend la valeur de la connaissance qu'on va sélectionner. En fait, on change pas vraiment la fonction. En fait, le point change, ça veut dire que c'est un événement en fait. C'est-à-dire que si on clique sur la liste et qu'on rajoute, c'est un événement. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans la fonction et du coup, il va nous afficher, il va nous exécuter le result, donc qui est une requête HTML, et du coup, qui va nous créer nos cellules à l'intérieur. Et du coup, il va nous append. Je suis en train de partir sur tout le code. En fait, vas-y, continue. T'inquiète, je
Pour moi, du coup, ce qu'il y a, c'est que vous avez un select language là, avec le chain function. Après, le langage où on définit la variable, on dit que c'est l'option qu'on sélectionne. Et après, il y a une deuxième partie où vous avez la variable result là, qui renvoie du coup ce qu'on vient de sélectionner, c'est ça? C'est ça. D'accord. Enfin, C'est un peu plus clair déjà. La variable résulte, elle va plus loin parce qu'elle met en forme. Elle le met sous forme de balise HTML. Voilà, oui. On met en forme le langage. Alors, ce qu'on voit dans ces balises-là, c'est une ligne du tableau, hein, c'est ça? Un TR, oui. une ligne du tableau, et dans laquelle on a tout mis. Donc, on a mis, Nos colonnes. en l'occurrence, la compétence souhaitée. C'est le premier élément. Le Oui, deuxième élément, on dit que c'est éditable. c'est l'importance. C'est l'importance. Et alors, l'importance, vous l'avez appelée comment? Est-ce qu'elle a un nom? Bah, ça s'appelle note sur 10 dans le tableau. Oui, c'est une note sur 10 et c'est un texte array en fait. Si je Je sais peux pas comment ça fait qu'on en est revenu au début, mais c'est une note sur 10. D'accord. Le troisième élément, Un bouton. un bouton remove. Mhm. Avec la classe qui est juste en dessous. Et il y a un quatrième élément, c'est un autre bouton remove. Non, non, c'est un grand bouton, ça. Ouais, c'est un grand bouton. Tout ça, c'est la façon de faire le bouton qui va appeler la fonction Java. En HTML, c'est grand, quoi. C'est juste un bouton. Puis après, on fait un, tout simplement. Bon, je te laisse continuer, Léa. Du coup, c'est du HTML, tout ce qu'on a en vert là au milieu. Et ensuite, table tbody, on ajoute le résultat qu'on a eu à notre table, j'imagine. Voilà, ouais. Si on a une interaction, si un événement change, en fait, du coup, il va nous exécuter notre requête HTML. Et du coup, il va nous append ce qu'on a mis, c'est-à-dire le langage qu'on a choisi, sur toute la ligne avec le bouton remove, etc. Ok. Okay, donc ensuite, on ferme la fonction, voilà, avec l'accolade, la parenthèse. Mhm. On ferme la fonction. Donc, l'accolade, elle ferme la fonction, et la parenthèse, elle ferme quoi? Elle ferme le change. C'est ça? Ok, donc après, on point virgule comme d'habitude. Et après, on change encore. Donc, c'est le langage package. On change encore la première fonction. Ça, on ferme la première fonction. C'est ça. On ferme le ready. Ok. C'est ça. En table ID. Le table ID. De quoi? Je dis, c'est quoi le table ID que tu as en bas là? En fait, le table ID, c'est ma table. C'est juste que j'ai oublié de rajouter la constante. C'est ma faute. On a une constante en haut des trucs qui dit que le table ID est égal à la table. Okay. Tout simplement. Ah oui, c'est vrai qu'on a Et donc, si on clique sur... Oui, clique sur un paramètre dans la fonction on. Ok, et du coup, au moment où on clique, ça nous exécute une fonction, c'est ça? Quand on clique sur la classe tab remove, donc sur le bouton, ça, c'est une constante en haut. Du coup, ça nous appelle la fonction et cette fonction-là permet du coup de supprimer toute la ligne. Voilà, 10 parent TR. D'accord, c'est pour ça qu'on a un detach après. Oui. En dessous. Ok. Et le TR, il sert à quoi? Le TR, c'est pour dire que c'est la ligne. TR, c'est une ligne de tableau. C'est juste la ligne. On détache dans cette ligne. Oui, donc on détache juste la ligne de l'ensemble du tableau. Voilà, si on est sur la ligne, C'est quoi les points parents et points children là-dedans? On a langage et vis, et après il y a children, et après on a vis et parents, et ça correspond à quoi ça? Je sais pas si vous savez, vous posez la question. C'est du Java. Ouais, c'est du Java qui marche, on sait pas comment, mais il marche quoi.
Non, mais ça a l'air assez logique. En fait, on est sur une ligne, on regarde les lignes filles, c'est ça? On regarde les lignes qui sont en dessous, Au-dessus. au-dessus, les lignes qui sont au-dessus. Et en fait, on lui dit, qu'est-ce qu'on lui dit? Où ça? La ligne langage égale $this.children, c'est la 1, 2, 3, 4, la quatrième ligne. Concrètement, on lui dit que le langage il était égal à ce qu'on a sélectionné. D'accord. Non, en fait, si on veut être plus précis, en fait, on est bien au this.children, c'est ça? Oui. Ouais. Ouais, en fait, si on sélectionne notre, on va appeler enfant entre guillemets de notre liste, donc c'est-à-dire Python, il va nous rajouter cette ligne-là en dessous de la ligne qu'on a déjà rajoutée. D'où le terme enfant, parce que c'est l'enfant de la première ligne. Je sais pas si je m'explique correctement. Oui, je crois. Merde, je suis con, je vois pas ça comme ça, moi. Pour moi, le fait qu'il rajoute à la dernière ligne, c'est juste parce qu'il rajoute dans le T-body. Oui, mais regarde le point children avec option select. Select, ça correspond à ce qu'on a choisi dans notre Ouais, je suis d'accord. Bah, du coup, on le rajoute. Parce qu'en dessous, on lui exécute notre requête HTML qui permet de nous faire notre ligne. Et cette ligne-là, elle se fait en dessous de la ligne qu'on a déjà créée. Ouais, c'est pas hyper clair, ça. Truc pas net. Déjà que je vais expliquer, en plus. C'est vrai que cette ligne-là, la Léa, tu as mis l'accent sur quelque chose qui, en tout cas, je sais pas s'il y a quelqu'un qui le comprend bien, là. Bon, il y a quelque chose à réfléchir. On reviendra dessus peut-être demain. À part ça, je trouve que c'est clair. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah si, j'ai bien raison de regarder. C'est par rapport à l'arborescence du tableau. Ouais. Donc du coup, il parcourt en fait notre tableau, donc son arborescence, et du coup, il nous rajoute notre ligne à la fin de ce tableau-là. Donc du coup, il la remet en dessous. Mais c'est quoi la différence entre append à la fin, où on dit on ajoute la ligne, et là on lui met c'est un children, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on. Pourquoi est-ce qu'il y a cette ligne avec tbody.append qui permet d'ajouter la ligne, et il y aurait la ligne langage égale, là, elle fait quoi? Elle a l'air de sélectionner donc une valeur. Moi, théoriquement, ce que je pense, c'est qu'une fois qu'on rentre dans notre fonction ready, si on lui fait un change de notre fonction, c'est-à-dire que si on veut faire quelque chose de dynamique, donc là, on peut ajouter une ligne, il saura automatiquement où se placer sur le tableau. Et du coup, il va, une fois qu'on sélectionne du coup notre liste, il va exécuter directement la requête et il va append le résultat, c'est-à-dire ce qu'on veut mettre à l'intérieur. Attends, je vais tester un truc. Et mon Java. Et du coup, ce serait quoi la différence avec ta dernière ligne là, où tu refais un peu la même chose, c'est juste que tu as TR et detach. Ah, il part du ça, c'est pas très clair. Parce que là, regarde, la méthode parents nous permet de chercher. Je t'entends très mal. Je sais pas si les autres t'entendent mal. Ah, on m'entend bien ou pas? Ça dépend par moment. Ah. À chaque fois que tu te rapproches du micro, c'est mieux. Ok. Donc je disais, la méthode parents nous permet de rechercher parmi les ancêtres de ces éléments dans l'arborescence et de construire un nouvel objet. Donc du coup, il parcourt bien notre tableau et il nous crée un deuxième objet. Donc du coup, notre nouvelle ligne. Bon, ça, c'est à peu près clair. Je pense qu'on a quand même besoin de manipuler un peu le JavaScript pour que ça le devienne complètement. C'est comme si on faisait des listes imbriquées en fait. Enfin, des lignes imbriquées. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? D'autres questions?
Pas de question. Pour moi c'est clair. On peut passer à la suite si c'est clair pour tout le monde. Ok, alors bon, là ça va être du pur théorique parce qu'on n'a pas réussi à le faire. Alors du coup, il faut savoir qu'avec JavaScript, on peut récupérer les données, donc tout ce qu'on sélectionne, etc. Et donc les mettre dans un fichier JSON. Alors je sais pas si ça se dit JSON ou JSON, je sais pas trop. Enfin bref, et du coup, en fait, ce fichier-là va récupérer toutes nos données et de façon légère. En fait, ça veut dire qu'il va pas prendre beaucoup de poids et ce sera facile à lire. Donc par exemple, dans notre, on a notre version Python et version Java à gauche. Donc en fait, dans notre version à gauche, donc du coup, on a une variable, donc personne. On lui met dedans un dictionnaire. On lui dit donc du coup dans une variable JSON de nous transformer notre dictionnaire en fichier JSON. Donc ça veut dire qu'en fait notre dictionnaire, donc qui est de base un objet en Python, va se transformer en string, donc une chaîne de caractères. Donc là, admettons, du coup, on fait un console log qui, en fait, ça correspond à un print en Python. Donc en fait, on lui demande le type de notre personne, donc il va nous dire que c'est un objet. Donc ça, ok. Et là, du coup, juste après, on va lui demander, donne-moi le type de ma nouvelle variable à JSON. Et là, il nous dit, ok, c'est un string. Donc là, c'est bon. Donc en fait, on a bien un string dans notre nouveau fichier JSON. Ensuite, on lui dit, bah du coup, ok, avec parse, en fait, ça nous permet de faire l'inverse. Du coup, notre fichier JSON, tu vas me dire maintenant ce que ça donne en JavaScript. Et bah du coup, il redevient un objet. Donc là, en Python, bah, c'est exactement la même chose, sauf que c'est juste la syntaxe qui diffère. Donc là, on crée une variable animale, dictionnaire. On lui dit JSON, du coup, JSON.doms. Donc ça, c'est avec un import, c'est JSON aussi, je crois, il me semble. Donc du coup, il me fait un import de mon animal, donc ma bibliothèque, de mon dictionnaire. Là, je lui dis, tu m'affiches mon type de ma première variable, donc d'animal. Je suis bien en dictionnaire, donc ça, ok. Et maintenant, tu m'imprimes, du coup, c'est quel est le type de ma nouvelle variable JSON. Donc là, maintenant, je suis bien en string. Donc il m'a bien fait, en fait, on va dire la conversion, en fait, de mon fichier de base avec animal dedans. On a un petit fichier avec la base de données à l'intérieur, qui est bien un string du coup à l'intérieur. Et là, du coup, on peut faire l'inverse avec .load. Donc si vous avez des questions juste avant que je passe à la suite. Ça te met 4 et 12 en string ou ça te met aussi les types et l'âge? Pardon, j'ai pas compris. Ça te met 4 et 12 en string ou ça t'envoie aussi le type et l'âge? Ça me renvoie tout en string. Ok. C'est à toi de voir en fait ce que tu vas afficher. Par exemple, si je fais un asjson.age, il va me renvoyer 12. Ok. De toute façon, après, j'ai pris un exemple en XML, ça sera plus parlant. Ok, voilà. Donc là, j'ai préféré prendre du XML parce que c'était déjà plus clair pour moi, visuellement parlant. En JavaScript, du coup, en fait, on repart du principe avec du JSON, sauf que là, on part sur du XML. En fait, on fait un get. Donc, un get, c'est comme avec du Flask. On récupère la donnée qu'on va chercher dans notre page. Donc là, on met du coup en .open, on va chercher du coup la valeur qu'on veut dans notre site. Donc là, lui, c'est ajax.php, paramètres, etc. Plus la value. Le deuxième paramètre, plus la value. Les values sont mis en fonction juste au-dessus. Et en fait, ces paramètres-là, on va les récupérer et ils vont être inscrits sur notre adresse, comment expliquer ça, l'adresse qu'il y a sur le web. C'est pas sécure déjà si on passe par un mot de passe ou autre, mais ça permet de chercher directement nos variables et les récupérer. Donc du coup là, on dit on les a récupérés, ça d'accord. Maintenant on fait quoi? Je veux maintenant que tu me transformes tout ça en XML. Donc ça c'est purement théorique, c'est ce qu'on voulait faire. Donc là en fait, ce qu'on veut faire, c'est que maintenant que tu as toutes les variables, tout ce qu'on a, tu me fais ça en fichier XML. Donc là, hop, il me crée mon petit fichier XML. Donc voilà à quoi ça pourrait correspondre visuellement. Donc c'est ce qui est au milieu. Donc là on a tout en chaîne de caractères avec nos cellules. Parce qu'il faut savoir que du coup, vu qu'on a passé par un JS, une fonction JS pour nous créer toutes nos tables, toutes nos cellules, etc., on ne pouvait pas récupérer nos valeurs inscrites avec une classe, un nom, etc., avec une request form en fait via Flask. On n'arrivait pas à faire ça. Tu pouvais passer par cette méthode-là, donc transformer nos données en fichier XML ou en JSON. Donc du coup là, on a toutes nos cellules. Donc maintenant, il nous reste une chose. On pourrait récupérer du coup toute cette cellule-là avec une variable. Donc du coup, quand on retourne à gauche avec JavaScript, avec varcell, donc on crée une variable qui va stocker toutes les cellules qu'on a dans notre document. Donc du coup,
bah, si on cherche, admettons, on a demandé dans notre liste de récupérer Python, bah, du coup avec notre variable cell, on pourra stocker Python à l'intérieur et du coup le retrouver du coup avec Flask. Du coup voilà, hop, on passe par Flask, on demande de récupérer toutes nos données de notre XML. Et du coup avec Ajax, donc en fait Ajax ça permet de faciliter en fait les échanges d'informations avec Internet et aussi de dynamiser tout ça. Par là je veux dire, alors si tu peux passer sur le site web s'il te plaît. Voilà. En fait là admettons, vas-y, ajoute des compétences. On en ajoute plein, ok, donc là c'est bon. On a mis nos notes, on sait quelle équipe on veut. Là, on fait valider, mais le fais pas, hein, c'est juste visuellement. On fait valider, ok, il nous donne notre équipe. Mais le problème, c'est que si on fait remove, mais vas-y, fais remove, c'est que là, en fait, la fonction va conserver les paramètres qu'on a mis avant. Donc, du coup, il faudrait faire F5, et fait F5. Donc là, du coup, hop, notre fonction est réinitialisée. Là, on peut rajouter à chaque fois les compétences, etc. Sauf que c'est pas intuitif, c'est pas fonctionnel. Et avec la méthode Ajax, en fait, ça permettra du coup de dynamiser tout ça. Donc, étant donné que tout est dans un fichier XML, il pourra lui-même être connecté, donc du coup de remove au fur et à mesure et d'ajouter au fur et à mesure que ce soit dynamique quand on appelle la fonction. Donc voilà, c'était ça la théorie, mais on n'a pas réussi à le mettre en pratique. Bah voilà pourquoi ça je l'ai expliqué. Ouais. Parfait. Non. Bah, si on arrive à la conclusion, très bien. Bah, pour conclure rapidement, donc pour faire tout ça, on s'est divisé en deux groupes. Donc une partie technique, donc le tableau, un calendrier qui est jamais arrivé, Leroy et moi, et une partie esthétique, donc rendre tout ça responsive et tout ça. Donc Reda et Cécile. Donc à chaque fois en fait un petit peu tous les jours, on faisait des partages d'écran entre tout le monde pour assembler nos résultats et surtout pour que tout le monde puisse comprendre ce que les autres faisaient. À partir du 4e jour, Reda il nous a rejoint sur la partie technique parce que on avançait beaucoup plus lentement. Vu qu'ils ont utilisé un bootstrap, en fait, pour eux, ça a été très simple et très rapide de rendre tout ça responsive. Donc, d'où l'importance d'utiliser les outils à notre disposition. Et c'est tout. Les difficultés, c'était, on a eu du mal à intégrer les deux petites fonctions Java dans le dans le tableau, dans les boutons, parce il est susceptible au niveau des scripts. Et puis récupérer les données du tableau qu'on n'a pas réussi. C'est tout. Ok, c'est le mot de la conclusion. Ouais. Donc du coup, merci pour ce boulot. Hein. Donc vous avez fait un super boulot. C'était pas du tout évident de rentrer dans les. Enfin, c'est pas encore fini. Hein. Il y a encore la journée de demain, mais vous avez fait un super boulot pour rentrer en particulier dans le JavaScript, qui a rien d'évident. Enfin, c'est quelque chose qui prend un certain temps à apprendre et à manipuler. Donc on reviendra dessus dans les semaines qui suivent, dans les mois qui suivent. Là, c'est juste une introduction pour voir un peu ce que c'est, les premiers outils, mais on va affiner ces compétences-là. On va faire venir des experts pour nous aider aussi. Voilà. L'exercice qui a été fait donc par l'équipe web, là, et qui est demandé à tous, hein, qui est une des bases de la pédagogie active, c'était de rentrer dans des compétences sans rien savoir et tout en étant vraiment orienté vers le projet. C'est-à-dire, les personnes qui connaissaient le JavaScript, personnes qui connaissaient les communications comme ça entre la partie Python et la partie web, la partie HTML. Et chapeau, parce que vous avez réussi à rentrer dedans quand même, vous avez réussi à avoir un résultat assez sympa. Et donc c'est vraiment ce qu'on attend sur la partie débrouillardise, quoi. Un informaticien, c'est un peu un Mike Iver ou un James Bond dans son travail, quoi. Il faut qu'il aille investiguer des choses, il faut qu'il aille essayer d'en tirer un parti pris pour faire quelque chose.
Et là, on va dire qu'au niveau de la formation, tous, vous arrivez à un stade où vous êtes capable de faire ça assez bien. Et en tout cas, l'équipe web, vous l'avez très bien fait cette semaine, donc chapeau pour ça. Du coup, il y a une autre présentation, mais comme il est 17h passé, là, 17h15 déjà, je vous propose que la partie présentation, donc sur l'ORM de la partie base de données, on se donne, on la déporte, on la fasse demain matin à 9h. En particulier à Peggy qui est déjà partie, elle avait un rendez-vous. Donc on ne peut pas poursuivre ensemble. Ah oui, mince, désolé, on a pris 1 heure, on s'y attendait pas. Mais c'est pas grave, on avait besoin de ce temps-là, surtout qu'on ne reviendra pas tout de suite dessus, donc c'était bien qu'on fasse le petit exo avec Peggy qui dit ce qu'elle a compris. Je pense que c'est mieux rentré. Je pense que quand même la semaine prochaine, on fera des exercices en JavaScript pour asseoir un peu ce savoir tous ensemble, mais ce sera plus des exercices que en mode projet. On ne fonctionnera pas en mode projet la semaine prochaine. Ok. Merci à l'équipe web.